Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à bord de ce train littéraire de ce jeudi 27 juin 2019, le train du mois de juin. Merci à vous de nous suivre depuis la radio Djoliba émettant sur le 105.00. Merci à vous de nous suivre sur Djoliba TV. Merci à vous, cher public, d'avoir fait le déplacement ici à bord du train littéraire. Le train littéraire de ce jeudi 27 juin est un train littéraire très spécial qui a à son bord ce soir un médecin, un grand professeur, le professeur Sadio Yena, est chirurgien, chef du département de chirurgie thoracique de l'hôpital du Mali à Bamako. Praticien rigoureux et expérimenté, son exercice s'appuie sur une réflexion philosophique et des exigences éthique. Il propose aux chirurgiens de s'interroger afin de savoir jusqu'à quel degré ils arrivent à se faire comprendre par des patients qu'ils soignent, par la communauté qui les a produits et par les administrateurs décideurs qui pilotent les politiques de santé. Ce faisant, il espère amener toutes les parties à s'impliquer dans l'amélioration de la pratique de cette discipline pour qu'elle soit davantage une solution de qualité au profit de la population afin que soit réduite la frustration grandissante entre les soignants et les soignés. Les difficultés rencontrées dans l'exercice de la chirurgie au Mali sont transposables à celles d'autres disciplines, qu'elles soient médicales ou non. Et les pistes de solutions suggérées ici le sont autant car elles sont communes à plusieurs pays en développement. Voici donc pour vous Sadio Yena dans son œuvre Une main, une philosophie, un combat, une critique de mon métier. Professeur, bonsoir et bienvenue à bord du train littéraire. Bonsoir Monsieur Robert Dissa. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Moi aussi, je suis très ému et très heureux. Justement, quelles sont vos premières impressions d'être copilote de ce train littéraire? Écoutez, moi j'aime bien les mouvements et je sais que le train c'est synonyme de mouvement et de résistance. Donc je suis très heureux d'être là et d'être à vos côtés et participer à l'émancipation de la science, de la littérature, de la philosophie au sein de la population malienne afin que nous puissions chacun s'interroger pour ce que nous faisons, sur notre existence, nos faits de tous les jours et puis voir comment nous pouvons nous améliorer à chaque instant. D'accord. C'est, comme je dis dans le livre, c'est faire progresser le progrès de façon perpétuelle. C'est faire progresser le progrès. Oui. Vous pouvez nous expliquer cela davantage, non? Oui. Parce que, vous savez, pour le médecin que je suis, et puis pour le membre de la communauté que je suis, et pour aussi l'agent de développement que je suis, pour moi, exister, c'est essayer tous les jours de faire mieux davantage. Et tous les soirs, avant de se coucher, de se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais, et voir comment demain je peux diminuer le mal et améliorer le bien. Donc, et même si on fait le bien, voir comment on peut mieux faire le bien. Voilà, donc c'est progresser le progrès. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que je fais, j'essaie de faire comme ça. Merci, professeur Yena. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle qu'au mois de juillet prochain, le train littéraire va souffler ces 3 bougies. Ça fait déjà quand même 3 années d'expérience, 3 années d'aventure avec les écrivains, des littéraires, des scientifiques, des artistes de tous bords. Le train voyage et chaque fois à son bord avec des spécialités toujours différentes les unes des autres. Et je vous rappelle en même temps que le train littéraire est une initiative de Bintili Communication, de l'espace La Gare, de la radio Djoliba, de Djoliba TV. Et depuis le mois passé, le train littéraire a pour sponsor officiel Canal+. Professeur Yena, je reviens à vous. Ces livres commencent quand même par une grande dédicace. Une dédicace faite à papa, à maman, à une épouse, à une vie, à un combat. Et ça donne vraiment l'impression, quand on lit ces livres-là, que vous aviez une dette morale vis-à-vis de certaines personnes pour publier un jour un livre. Pouvez-vous nous dire pourquoi un livre? Comment en êtes-vous arrivé là?
Merci. Donc je différencie deux choses, la dédicace et comment je suis arrivé à faire le livre. C'est écrit il y a un chapitre dans le livre qu'on appelle Genèse. J'ai pensé à exposer au lecteur pourquoi et comment j'ai fait ce livre. J'ai été invité au 7e congrès de la Société malienne de chirurgie, qu'on appelle en abréviation Soshima. Donc c'était une conférence de 20 minutes. J'ai écrit la conférence, j'ai préparé sur diapositive et dans la démarche, j'ai commencé à écrire tout ce que la chirurgie thoracique cardiovasculaire, avec ma contribution et mon équipe, nous avons pu faire. Et j'ai vu que c'était quelque chose qui n'était pas négligeable. Et quand je les ai mis en relation, je me suis dit, en 20 minutes, ok, c'est pour une conférence pour transmettre l'innovation, mais il est mieux peut-être que je prenne tout mon temps après pour essayer de les détailler pour la communauté, pour les jeunes. Et c'est en détaillant que je me suis rendu compte que c'est presque un livre. Après, j'ai habillé. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai écrit. La conférence, les détails de la conférence après la conférence, et puis je les ai mis ensemble, je les ai habillés. Parce que progressivement, dès que j'ai commencé à écrire, je ne me suis plus arrêté. En fait, c'est pour cela que le livre a duré moins d'un an. En tout cas, vous arrivez à publier finalement, et ce qui certainement fera plaisir au papa, parce que quand nous regardons page 13 au niveau de la dédicace, vous écrivez: en terminant la rédaction de cet ouvrage, j'ai une pensée pour mon papa, ma maman et mon épouse. Je me souviens encore comme si c'était hier, quand papa nous répétait souvent qu'il n'était pas arrivé à rédiger des livres et souhaitait que ses enfants corrigent cette insuffisance. Donc c'est ce qui m'amenait alors finalement à croire que peut-être c'était une sorte de dette morale que vous aviez vis-à-vis du papa. Est-ce qu'on peut dire que même si vous n'aviez pas été chirurgien, que quel que soit votre domaine, un jour vous alliez publier un livre? Oui. Oui, parce qu'en fait, ce livre est un livre philosophique que j'ai eu à écrire, mais je suis enseignant, chercheur, et nous publions tous les jours. Personnellement, j'ai plus d'une centaine de publications déjà, dans les revues internationales. Donc, l'écriture est devenue une habitude. Préparer un cours pour des étudiants, c'est une habitude. On est habitué à faire des recherches bibliographiques et monter des cours pour enseigner. Donc, moi, j'allais écrire. D'ailleurs, j'ai d'autres projets. Parce que je me suis dit, même mettre seulement mes cours ensemble, les corriger et les publier, c'est déjà une bonne chose. Mettre mes publications scientifiques ensemble, de façon thématique, les mettre et leur expliquer ça à la population de façon, dans un langage accessible, est quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous parlons, il y a deux langages. Il y a le langage scientifique qui n'est pas accessible à la majorité de la communauté, mais le langage facile, il y a des résultats importants que nous avons publiés dans les livres scientifiques qu'on doit, c'est même un devoir, expliquer à la population pour qu'ils sachent et qu'ils s'en servent pour mieux s'améliorer. D'accord. Voilà, donc pour moi, c'est quelque chose, c'est des projets qui sont en cours. En tout cas, sans trop m'attarder sur la dédicace, je voudrais quand même montrer à notre public présent, faire savoir à nos auditeurs que votre papa fut un exemple, un modèle d'inspiration pour vous. D'ailleurs, toujours page 13, vous écrivez: une autre valeur que je retiens de lui, il s'agit de votre père, est le courage qu'il a su toujours nous insuffler. En exemple, je rapporte une expérience qu'il m'est encore source d'émotion et me fait vibrer le cœur tant il contribua à me solidifier. Il me disait un matin de l'année 1978, en pleine grève des élèves et étudiants, organisée par l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, l'UNEM, sous la direction de feu Abdul Karim Kamara Di Cabral, il m'interrogeait. Il s'agit du papa. Sadio, je te vois prêt déjà. C'est pour aller à l'école? J'ai répondu: oui, papa,
Nous avons classe, mais les élèves observent une grève depuis 2 jours. Il continua. Avec la grève, il n'est pas souhaitable que tu ailles à l'école avec la grève. J'ai justifié. Peut-être qu'il y aura l'école, papa. Puisque sur les médias, les autorités menacent et exigent que les élèves et étudiants reprennent impérativement les cours ce matin. Il rétorqua, non Sadio, je te conseille de rester à la maison aujourd'hui. Parce que le syndicat des élèves et étudiants n'a pas levé son mot d'ordre de grève. Et dans une pareille circonstance, il faut rester solidaire pour que tu n'apparaisses pas comme un traître. Il faut respecter l'esprit du mouvement de tes collègues. À défaut d'être avec eux dans les manifestations sur le terrain, tu restes à la maison et profites-en pour apprendre tes leçons. Fin de citation. Donc, il vous a enseigné le courage, il vous a enseigné l'esprit de solidarité. Professeur, du coup, l'idée que moi, cela m'a inspiré, c'est que comment un homme de votre expérience aujourd'hui, alors vous avez comme interprétation de tout ce qui se passe dans notre société, cela vous inspire quoi pour un homme de votre expérience et qui a eu quand même une jeunesse, une enfance pendant laquelle on lui a toujours parlé de courage et on lui a parlé d'esprit de solidarité? J'ai eu la chance d'être dans une famille, de venir d'une famille où le père a essayé, les parents, papa et maman, ont essayé de nous faire partager la vie en communauté et nous dire que il faut rester en famille mais aussi en communauté. Malgré éventuellement les différences de moyens que vous pouvez avoir les uns et les autres, vous êtes d'abord des humains. Et par exemple, nous on a fait l'enfance avec nos cousins, on a fait l'enfance avec nos amis du village qui venaient, on partageait la même chambre, parfois le même lit. Et on a vécu dans une pièce de 3 mètres sur 4. Nous étions 7, 8 dans des lits superposés. Et encore pour parler de ça, quand nous, on a été responsables, qu'on a eu un peu de moyens pour construire, on a essayé de faire des chambres pour nos enfants. Un jour, il me dit, Sadio, c'est pas une bonne chose ce que tu fais. Tu cultives l'individualisme au niveau des enfants. Le fait que chaque enfant puisse avoir sa chambre, il ne partage pas avec son frère, il va s'organiser lui-même, il ne va pas avoir de contraintes, ce n'est pas une bonne chose. Mais c'était déjà fait. Et j'ai pensé à ce que nous-mêmes on a pu partager avant. Parce que les enfants doivent savoir qu'on doit partager. Et papa et maman nous ont inculqué ça. Maman, par exemple, nous a inculqué l'esprit du sacrifice. Quand papa a eu la chance d'aller à l'extérieur, maman a pris sa disponibilité. Elle a presque démissionné de la fonction publique pour suivre mon père. Et a posteriori, quand je vois la société d'aujourd'hui, les femmes se battent pour leur salaire. Et je ne critique pas négativement ça, mais en tout cas pour leur autonomie. Mais moi, maman s'est battue pour être avec mon père, pour sauvegarder la famille. Et je trouve que ça a été une chance extraordinaire pour nous, pour notre éducation. Personnellement, mes enfants ont vécu avec mes grands-papas, leur grand-papa. En fait, nous, on partait au boulot, mon épouse part au boulot, mais c'est papa et maman finalement qui ont fait l'éducation des enfants. Donc vous voyez que ce partage-là, ce courage-là, cette continuité dans l'éducation, dans la vie, elle est impressionnante pour moi. C'est pour cela que j'ai un tel attachement pour mes parents et pour mon épouse. Parce que mon épouse, pendant tout le temps que j'ai fait, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu en dehors du Mali pendant presque 3 ans. Mon épouse était là, avec la famille. Et après, j'ai voyagé tout le temps. Je reste au boulot du matin au soir. Parfois, je passe la nuit là-bas pendant les gardes. Parfois, je descends, je remonte. Mais je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Donc, je dis dans mon livre
que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à la patience de mon épouse. Et je lui reconnais ça parce que les médecins ne sont pas compris dans les familles. Et nous demandons à nos épouses de nous comprendre. Parce qu'on est souvent absent, c'est pour travailler et pour soigner ou former les étudiants. Voilà. Nous allons partir à la page 16. C'est la préface du livre qui commence déjà à la page 15. Celui qui a préfacé votre livre, c'est Dr Abdoulaye Diallo, professeur titulaire en anesthésie et réanimation et médecine d'urgence, directeur du département du développement des ressources humaines, Organisation ouest africaine de la santé. Alors, il dit, au niveau de la page 16, dans sa préface, universitaire Bontin, professeur Yéna n'a pas manqué de rendre constamment un hommage mérité aux précurseurs, aux pionniers de sa spécialité, ces maîtres qui l'ont formaté. En les paraphrasant, il ne cesse de rappeler qu'il faut s'appuyer sur le passé pour faire le présent et forger le futur. Aussi, il recommande aux chercheurs, en plus de la science, d'intégrer de nombreuses et multiformes considérations humaines et spirituelles pour espérer réussir et innover. Chirurgien, il a réalisé cet essai pour susciter un débat afin d'améliorer l'environnement de ces métiers au Mali et certainement dans bien d'autres pays. Alors, s'appuyer sur le passé pour mieux faire aujourd'hui, pour pouvoir forger le futur, passé, présent, futur. Alors, quel est le temps le plus important, selon vous, entre le passé, le présent et le futur? Merci Dissa. Le temps, d'abord, la notion du temps a été une notion fondamentale dans ma vie. Parce que pour moi, il ne faut pas perdre le temps. Et j'ai été éduqué comme ça, ne pas perdre le temps. Parce que même dans l'amusement, c'est un temps et c'est un plaisir. Il faut se servir du temps pour pouvoir se réaliser. Et quand on se construit, on oublie souvent ce que les autres t'ont apporté. On peut croire, moi je peux croire que je suis chirurgien thoracique, professeur titulaire aujourd'hui, et ça peut me remonter dans l'esprit et ce qu'on appelle chez nous facilement yada. Mais quand tu réfléchis très bien, tu vois que dans le passé là, tu n'étais rien. Tu n'étais qu'un enfant et que toi tu as réussi grâce à des circonstances et des personnes qui t'ont aidé. Ce qui fait que dans ma construction, dans le livre je dis, il faut être construit et on se construit et on est construit. Donc le passé pour moi est important parce que ça me permet d'avoir la force sur laquelle je m'appuie pour avancer. Et le présent est un moment important d'échange parce qu'il peut s'arrêter n'importe quand. En tant que médecin, je vois tous les jours les gens mourir. La mort et la vie, il n'y a pas d'intervalle. Je vois tous les jours ça. Et je vis ça. J'ai vu des personnes, comme vous et moi, tout de suite. Et 30 secondes après, sur un brancard. Donc ce qui fait que la vie, je la vis. Ensuite, je me dis, en tant qu'enseignant-chercheur, j'ai quelque chose, j'ai un devoir pour le futur. Et essayer de laisser des œuvres, de laisser des comportements, de soigner des personnes qui puissent servir la communauté. Et nous avons compris très tôt, tout ça c'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui me l'ont fait comprendre. Et ma culture personnelle, que l'être humain
c'est l'élément le plus important. Tu arrives à le sauver, c'est lui qui va t'aider demain. Donc le futur pour moi, ça se prépare aujourd'hui. Voilà, donc pour moi les 3 temps sont importants. Bien que le livre, à l'écriture, quand j'ai commencé à écrire, vous pouvez lire la partie, c'est surtout pour le futur. Mais en écrivant, je me suis rendu compte que le présent et le passé étaient les piliers du futur. D'accord. En tout cas, au niveau de cette préface, professeur Yena, pourquoi ce fut au docteur Diallo de préfacer votre livre dès lors que vous-même, vous avez un grand respect, vous avez une grande adoration d'ailleurs pour vos précurseurs et vous adorez vos étudiants, vos internes. Alors pourquoi ne pas prendre dans le passé celui qui préface ou pourquoi ne pas prendre dans le futur celui qui préface votre livre? Le fait d'avoir pris dans le présent n'est-il pas pour nous une raison suffisante de croire qu'entre les 3 temps, vous tenez beaucoup plus au présent? Mais de toutes les façons, alors pourquoi pas dans le passé et pourquoi pas dans le futur l'homme qui préfacerait votre livre? Pourquoi pas? Le professeur Diallo, Abdoulaye Diallo, est un anesthésiste et réanimateur. Il fut le premier anesthésiste réanimateur agrégé du CAMES au Mali. Et quand il a commencé sa pratique au projet, j'étais étudiant. Donc élève chirurgien. Il m'a vu élève chirurgien. Ensuite, il est resté en tant que chef de service d'anesthésie. Il m'a vu jeune chirurgien. Et après, en tant que toujours chef de département, parce qu'il est resté peut-être 20 ans, 10 ans, 20 ans chef de service, il m'a vu jeune agrégé. Donc, c'est pour moi, dans mon entourage, c'est la personne qui m'a vu grandir. Et ensuite, dans sa discipline, moi étant chirurgien, il n'y a pas mieux un anesthésiste qui connaisse le chirurgien. Parce qu'il nous voit opérer. Il voit opérer tous les chirurgiens. Donc, il nous apprécie mieux. Quand un chirurgien te dit, et un anesthésiste te dit, ce chirurgien est bon, il faut aller se faire opérer chez lui. Parce qu'il a vu, il a apprécié, il a jugé. Donc, quand il est parti de l'autre côté, à l'OAS, Organisation mondiale de la santé, quand j'ai fait le manuscrit, je l'ai envoyé parce que je parle de lui dans mon expérience que je voulais partager avec les étudiants et avec le lecteur sur l'œsophage. L'œsophage, c'est cet organe qui lie la bouche à l'estomac. C'est une chirurgie très difficile, très délicate, qui n'est pas réussie souvent par les équipes de chirurgie. En Afrique, même ailleurs, c'est vraiment une chirurgie sélective. Et parce qu'il a été témoin du développement de cette technique au Mali, et que je parle de ça, mon objectif c'était qu'il lise et voir si éventuellement je n'avais pas eu d'erreur, ou bien s'il pouvait corriger la partie, afin que je ne raconte pas des choses qui n'étaient pas justes. Et quand il a lu, il a dit, c'est un très beau manuscrit, je me propose même de préfacer. Donc c'est lui qui propose. Donc là, en tant que maître, il a été mon maître, il est mon ami, il m'a vu. J'ai dit, bon, je ne recule plus. Et il a fait la préface. Donc je n'ai plus proposé à quelqu'un d'autre cet exercice-là. Merci, professeur Yena. Le titre de l'ouvrage qui est à bord avec nous ce soir, c'est du professeur Sadio Yena, Une main, une philosophie, un combat, une critique de mon métier. Nous allons essayer de voir le côté critique des choses. Page 20. En conséquence, faisons une autocritique et interrogeons-nous si les chirurgiens actuels arrivaient à faire passer ces discours, c'est-à-dire à se faire comprendre par les patients qu'ils soignent, la communauté qui les a produits et par les administrateurs décideurs qui les gouvernent.
Telle est l'hypothèse qui a motivé le choix de la rédaction de ces livres. Sa finalité étant d'inciter tous les partenaires concernés à s'impliquer dans l'amélioration de la pratique de cette discipline pour qu'elle soit davantage une solution de qualité au profit de la population et de cette manière réduire conséquemment la frustration grandissante entre les soignants et les soignés. C'est un seuil critique. La frustration grandissante entre les soignants et les soignés. Mais avant la frustration, il y a d'abord la peur de se faire opérer, professeur. La grande peur. Cette peur est-elle seulement instinctive ou alors elle relèverait de beaucoup d'échecs dans les opérations? Comment comprenez-vous cette peur au-delà de l'instinct grégaire? La peur est un comportement humain qui protège. Philosophiquement, celui qui n'a pas peur ne vit pas longtemps. Celui qui n'a pas peur facilement va être un marginal de la société. La peur protège. Il faut avoir peur pour mieux vivre. Je crois qu'il y a même un adage dans le langage africain qui caractérise ça. Donc, opérer, c'est ouvrir le corps, faire une incision sur une partie du corps de façon sanglante, verser du sang, pénétrer dans le corps de quelqu'un pour le soigner. Personne n'aimerait se voir dans cette situation. L'humain de nature a peur d'être agressé. A priori, la chirurgie est considérée comme une agression. On agresse le corps. Donc la peur est légitime. C'est nous, praticiens, qui devons transformer cette peur en assurance pour le patient, pour notre partenaire malade. On doit discuter avec lui pour montrer tout le bénéfice qu'on pourra lui apporter par la chirurgie. Maintenant, les échecs font peur. Vous savez, nous sommes dans une société aujourd'hui où les moyens de communication sont très développés. Et la tradition médicale ne veut pas la communication. Ça change un peu, mais avant, le médecin ne communiquait pas. Or, le médecin de nature communique sur l'échec. Est-ce que vous savez que dans nos services, toutes les semaines, nous avons ce qu'on appelle une réunion de mortalité. Dans mon service, dans le service... Réunion de mortalité. De mortalité. S'il y a un malade qui décède, on se réunit pour savoir pourquoi il est décédé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On le fait. Et on essaye d'éviter, s'il y a des insuffisances, de l'améliorer pour que ça n'arrive pas. Il y a la peur, il y a les échecs. Les deux vont ensemble parce que les gens ne retiennent que les échecs. Et c'est normal d'avoir peur. Mais selon vous, la chirurgie au Mali, de façon générale, toute chirurgie confondue, souffre de quoi surtout? Qu'il faut-il pour permettre aux chirurgiens d'être vraiment au mieux de leur top afin de pouvoir sauver le maximum de vies? Qu'est-ce qui vous manque pour relever ces défis? Il est bon que l'assistance sache ce que cela veut dire la chirurgie. En médecine, il y a deux grandes branches. Il y a une branche médicale qui consiste à soigner les malades avec des prescriptions médicales. L'autre grande branche, c'est la chirurgie. Pour soigner, à ce moment-là, le chirurgien agresse le corps, fait l'œuvre de la main, entre guillemets, agresse, je dis comme ça, ouvre, il va réparer l'intérieur du corps. Principalement, ce sont les actes que nous faisons. C'est changer un organe, remplacer un organe par un substitut naturel que nous avons dans les différents corps. Et ça demande
que le malade qui est soigné soit endormi. Parce que dans la vie comme ça, on ne peut pas opérer quelqu'un. Donc il y a l'anesthésie. Ça demande aussi de le réveiller après. Tu l'endors artificiellement. Après la chirurgie, on le réveille. Ça, c'est l'anesthésiste réanimateur. Ça demande que le corps ne soit pas contaminé par des germes, par des microbes. Oui. Donc ça demande un environnement particulier qui ne comporte pas de microbes sévères. Donc quand on opère, on ne doit pas ensemencer des microbes à l'intérieur. Et pour ça, il faut toute une logistique et du personnel. Parce que le chirurgien, quand il opère, il y a un aide qu'on appelle aide chirurgien qui l'aide. Il y a un autre aide qu'on appelle instrumentiste qui donne des instruments. Il y a un autre aide qu'on appelle circulant qui est entre la salle et les instruments. Il y a l'anesthésiste et ainsi de suite. Et vous savez, dans le Mali d'aujourd'hui, presque, je me demande s'il y a une équipe qui a tous ces éléments-là, en termes de ressources humaines, en termes de logistique, en termes d'infrastructure. Quand on opère, il y a des coupures de courant. Quand on dit ça au public, ils ne comprennent pas. Mais ça arrive. Et les malades n'ont pas les moyens souvent de payer les médicaments qu'il faut. Et nous, on complète parfois parce que nous avons souvent des restes. Les équipes de chirurgie se mettent ensemble pour trouver avec des coopérants, avec des amis, du matériel complémentaire qu'on prédispose dans nos blocs ou bien dans nos bureaux pour continuer la chirurgie. Et la chirurgie a évolué comme ça au Mali depuis le début. Depuis le début, nos maîtres se sont battus pour compléter la logistique et le matériel pour travailler. Et c'est souvent du matériel personnel. Et entre-temps, l'administration s'est retirée progressivement de la dotation. Et du coup, l'administration paye très peu. Paye l'essentiel, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, l'exigence veut on soit mieux équipé. L'actualité aujourd'hui, à Gabriel Touré, on n'opère plus. Les blocs sont fermés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matériel. Les chirurgiens, mes collègues, ont arrêté d'opérer. Et c'est parti en 2 étapes. Ils ont arrêté d'opérer d'abord toutes les opérations, que ce soit les opérations programmées, c'est-à-dire les opérations quand on voit, on examine les malades, on le met sur le programme opératoire, et les urgences. Les 2 étaient arrêtés. Maintenant, l'administration a trouvé les moyens pour qu'ils puissent faire des urgences. Donc, ils arrivent à opérer les urgences. Point G a des problèmes et l'hôpital du Mali a des problèmes. Vous voyez? Qui accuseriez-vous? Moi, c'est ce que je dis, on n'est pas compris. Et c'est pour cela que je dis que nous devrions nous faire comprendre des administrateurs, c'est écrit dans le livre, et des politiques, et des patients. Parce que le patient vient avec un besoin. Soignez-moi. Le patient ne connaît que ça, soignez-moi. Et c'est normal. Je viens à l'hôpital, c'est pour me soigner. Je n'écoute pas votre discours. Vous n'avez pas de moyens, je m'en fous de ça. Soignez-moi, je souffre. Finalement, c'est l'administration et nous qui devrions mettre les moyens en place pour le malade. Mais les lois ne sont pas respectées par l'État lui-même. Quand on dit par exemple que le malade vient, quand il arrive en urgence à l'hôpital, pour dire, il est écrit dans la loi hospitalière, quand le malade arrive en urgence, c'est l'hôpital qui le prend en charge. On ne lui donne pas d'ordonnance. Mais allez-y dans les hôpitaux, aucune urgence n'a aucun intrant pour aucune urgence. On prescrit pour l'urgence. Et l'intellectuel qui arrive, qui connaît la loi, la première personne qu'il accuse, c'est le personnel. Et si le personnel ne prescrit pas, il ne peut pas le soigner. Et donc, la communication politique fait que la population est informée de ça et dit que tout va bien.
Donc maintenant, nous allons voir un dernier aspect avant de vous passer l'auteur, à vous de lui poser toutes les questions que vous voulez, à vous de critiquer, de suggérer. Alors bientôt, ce sera la libre antenne voilà, chez vous. Mais on va essayer de voir dans le livre une main, une philosophie. Et je voudrais commencer par une philosophie. C'est dans la conscience que le monde nous apparaît. C'est par elle que le sentiment est connu, que les choses sont pensées, analysées et décrites, que l'image est imaginée ou que le jugement est prononcé. Nous connaissons tout par la conscience, mais connaissons-nous la conscience elle-même? Point d'interrogation. Nous connaissons tout par la conscience, mais connaissons-nous la conscience elle-même? Professeur, ma question allait être plutôt: pouvons-nous même connaître la conscience? Je réponds par l'affirmatif, oui. Parce que la conscience, c'est la perception du monde extérieur et intérieur par la pensée, par le psychisme. Et la question, est-ce que connaissons-nous la conscience elle-même? Ça, c'est un autre degré de conscience. Parce que la perception n'est pas suffisante. C'est l'intégration qu'il faut et l'adaptation. Et ce n'est pas suffisant. Il faut l'application. Quand on a conscience de quelque chose, quand on l'intègre et quand on ne l'applique pas, on n'a pas atteint, à mon avis, le deuxième degré de la conscience. Et c'est ce qui fait que cette étape ultime de la conscience là, qui fait l'engagement de l'individu. Parce que quand tu te couches et quand tu perçois et tu vois les conséquences de ce que tu peux poser, si tu ne trouves pas après les moyens, soit de l'améliorer si c'est une action positive, soit de l'amplifier si c'est une action positive, ou de modérer ou diminuer ou cesser si c'est une action négative, tu n'as pas atteint la deuxième conscience. J'ai dit ce matin à ma conférence devant les chirurgiens, il y avait un congrès de chirurgie internationale aujourd'hui. J'ai dit ce qui me fait peur pour la jeunesse, c'est le manque d'engagement. La jeunesse aujourd'hui n'a pas atteint cette conscience-là. Parce que si tu demandes à la jeunesse, on a tout. Et c'est maintenant notre tour. Mais la jeunesse n'a pas compris que le défi est encore plus grand. Parce que si tu vois aujourd'hui l'avenir, le futur, tu dois avoir peur. Et la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas peur. La jeunesse parle, mais n'intègre pas la situation actuelle. Quand on voit qu'il y a des jeunes qui ont des diplômes, qui ne travaillent pas, qui restent dans leur famille, à la charge des papas et des mamans, qui à la retraite encore continuent à prendre en charge les enfants, mais la jeunesse doit pleurer. Parce que son rôle, c'est de faire la relève. Donc la jeunesse d'aujourd'hui doit intégrer ça. Donc cette deuxième conscience-là, il faut que la jeunesse perçoive ça. Mais comment? C'est lié à l'éducation. On n'a pas encore compris, à mon avis, l'éducation. On parle d'éducation à la radio, mais les gens ne savent pas que quand on est vierge. Le cerveau n'a que des réflexes pour faire pipi, faire caca, pleurer quand on a envie de manger, quand on touche, on sent dans les organes de sens. On est avec ça. Le reste, on apprend. D'accord. Merci, professeur Yena. Donc, le public a la parole pour toute autre intervention. Merci. Point littéraire. Bonsoir à toutes et à tous. Madame Traoré Hanan Keita.
Alors moi, je voulais savoir à partir de quel moment le déclic est venu. À partir de quand exactement vous avez dit, moi je veux écrire. À quel moment vous avez dit, je veux publier pour laisser mes empreintes. Et combien de temps ça vous a pris? Et le titre, une main, une philosophie, un combat, vous l'avez, le titre, vous l'avez choisi avant d'écrire ou après avoir écrit. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que la jeunesse, moi j'ai pitié de la jeunesse, parce que je crois qu'il y a une grande partie, c'est dû à la faillite de l'école pour ceux qui sont là et qui savent, depuis la révolution de 91, il n'y a pas eu d'école. Il n'y a pas eu d'école. La preuve, on voit comment les jeunes, un étudiant, comment il s'exprime. On comprend que le système éducatif ici n'existe presque pas. Mais ça, ce n'est pas la faute à la jeunesse, ça c'est la faute à l'État. La jeunesse doit se réveiller, ça c'est vrai, mais il faut que l'État fasse quelque chose. Parce que c'est eux l'avenir de demain. Je vous remercie et je vous félicite encore. Merci Anan Keita, merci beaucoup pour ces questions, cette contribution. Moi j'aurais aimé que le professeur réagisse rapidement pour qu'on n'oublie vraiment rien de l'intervention de Anan. Merci Dissa, je félicite et je remercie ma soeur. Quand le déclic est arrivé, je l'ai dit, la jeunesse dans le livre, c'est vraiment l'invitation du congrès qui m'a poussé finalement à écrire, mais j'avais des raisons pour écrire. J'avais beaucoup de raisons parce qu'il y avait beaucoup de frustrations et j'avais voulu aussi expliquer comment les innovations qu'on avait pu apporter à la médecine au Mali, je me suis rendu compte que c'est très important. Et je n'ai pas à remercier la Sahélienne. Il faut que je la remercie. Parce que Ismaël Samba Traoré m'a rencontré lors du décès de notre maître, le professeur Diop, que je remercie dans le livre, qui est pour moi un savant, qui m'a beaucoup aidé. C'est vraiment mon mentor. Et là, le professeur Traoré m'avait présenté donc à Ismaël Samba pour dire que voici un jeune chirurgien qui peut-être un jour pourra écrire. Et un hasard. Et le jour du décès du professeur Traoré à l'enterrement, j'ai rencontré Ismaël, on a échangé. Il m'a incité à écrire. Il a dit, Diop t'aimais beaucoup. Vraiment, tu as fait déjà... Moi, c'est moi qui j'ai fait un hommage sur lui, qui a été très célèbre. Et il m'a dit, continue. Il m'a vraiment poussé à écrire. Donc, quand j'ai fait le manuscrit, je suis allé le voir. C'est lui qui m'a aidé à monter progressivement les éléments. Et il m'a fait le livre pratiquement gratuitement. Je dois le remercier, je veux qu'on applaudisse. On applaudit le doyen Ismaël Samba Traoré. Merci. Et c'est pas tout. Il a confié le livre à Imprime Service. Et Imprime Service, le coût initial, c'était pratiquement 2 millions, 3 millions. Imprime Service. Pour combien d'exemplaires? Pour 1000 exemplaires. Ok. Imprime Service a fait ça gratuitement. Les 1000 exemplaires ont été réalisés gratuitement parce que j'ai payé une partie et au lancement du livre, M. Foufouan m'a dit, Sadio, le reste de l'argent que tu dois payer là, vraiment je renonce. Avec ce que je veux. Et c'est pour cela que j'ai demandé à l'organisation de distribuer le livre. Parce que déjà j'ai vendu près de 300 livres presque, donc j'ai gagné de l'argent avec. Maintenant je veux donner gratuitement aux lecteurs. Merci, professeur. Et le titre est venu après. Et le livre est sorti en 2 éditions. Voilà, ça, c'est la première édition. édition. Présenter, voilà. C'était critique de la chirurgie. Et quand c'est sorti, il y a eu des réactions. Parce que les lecteurs ont dit que c'était la chirurgie que je critiquais. Or, pour moi, ce n'était pas ma philosophie. Pour moi, la chirurgie, pour moi, c'était un exemple seulement. Je critique de façon générale un métier. Et donc, d'où le nouveau titre, une main, un combat, une philosophie critique.
critique de mon métier. Voilà. Et la jeunesse, je crois que vous et moi, on est sur la même longueur d'onde. Je n'accuse pas la jeunesse. Non. J'ai dit ça me fait peur, mais je ne l'accuse pas. Ce n'est pas sa faute. J'ai dit juste la conséquence de tout ce qui se passe, c'est son manque d'engagement. Mais ce n'est pas sa faute. Parce que l'engagement, c'est une éducation. Si dans l'éducation, tu n'as pas eu la chance d'avoir le mouvement de l'engagement, tu ne peux pas l'avoir. Et si la société n'est pas engageante, tu ne peux pas l'avoir. Si la politique ne t'engage pas la jeunesse, tu ne peux pas l'avoir. Permettez-moi de vous présenter un monsieur, docteur Baba Fane. Il est chef département hématologie à l'hôpital du Mali. J'aimerais qu'il nous parle un tout petit peu, même si c'est en 30 secondes, de l'hématologie, mais surtout de nous parler d'une histoire très émouvante qu'il a amenée dans la littérature, dans la publication également. Merci M. Dissa de me donner la parole. L'hématologie, c'est la science qui s'occupe des maladies du sang. Donc moi je suis hémato-clinicien et puis transfusionniste. Je suis responsable de la banque de sang de l'hôpital du Mali. Et je suis à l'hôpital du Mali depuis 2017. Donc avant l'hôpital du Mali, je travaille au centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose au point G. Je vais poser une question à professeur Yena, il va répondre plus tard. Il parle des salles, de nos salles classiques dans les hôpitaux, où il trouve que c'est vraiment indignant de voir des patients à 4-8 dans les salles. Et dans son service, par exemple de chirurgie thoracique, on a des grandes salles comme ça, des salles communes, où il n'y a même pas de toilette interne. C'est-à-dire que le patient, excusez-moi, qui doit faire ses besoins, souvent, soit il y a un paravent qui ne peut pas se déplacer, mais doit le faire au vu des autres. Et lui, il est indigné par rapport à ça. Il a fait la remarque lui-même, ou bien il a été interpellé par rapport à ça. Je lui ai dit que je vais lui faire une dédicace. Par rapport à ça, ça sera plutôt un livret. C'est juste un livre de 52 pages. Ça a été écrit par un de mes jeunes patients qui se nommait Sada Sanogo, qui était drépanocytaire, que j'ai suivi pendant quelques années, et qui avait écrit un récit de vie, son vécu. Son vécu en tant que drépanocytaire, mais par rapport à tout. Il parle de tout, sa scolarisation, ses camarades, sa famille, nous les soignants, tout le monde a sa part dedans. Et il écrivait le livre, il m'avait sollicité pour l'aider à éditer le livre. Et je lui disais, oui, c'est un récit de ta vie, donc il ne faut pas que tu t'arrêtes en si bon chemin. Tu continues, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parties noires dedans, mais tu continues, tu as de belles pages à écrire. Et à un moment, il me dit, mais peut-être ça sera le tome 1. Et en 2015, il commence à marteler pour me demander de lui chercher un éditeur. Et j'étais à l'étranger. Je dis ok, je vais voir. Quelques mois après que je sois rentré, ce patient il décède. Et ça a été comme un devoir moral pour moi de pouvoir éditer ce livre, faire éditer et le publier. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup de messages que ce livre véhicule. Il utilise des vocabulaires pour que les gens puissent comprendre la souffrance des drépanocytaires. Donc, c'est un livre aussi pour le premier tirage qui n'est vraiment pas fait pour la vente. Et comme, je ne sais pas si c'est pas peut-être un hasard, c'est la même édition, Imprime Service aussi. La Saïdienne, ça a été édité à Imprime Service qui m'a accompagné aussi dans ce travail-là. Voilà. Personnellement, je me mets à la place du malade. Ce n'est pas un patient qui m'a interpellé, ça. Moi, je dis, une des causes des évacuations sanitaires en dehors du Mali, c'est le fait que dans nos structures, il n'y a pas d'accueil. Et quand on dit qu'il n'y a pas d'accueil, les gens accusent le personnel. Le médecin, les secrétaires, les agents d'accueil. Je dis non. L'accueil n'est pas que ça. L'accueil aussi, c'est la structure, l'infrastructure. Une infrastructure qui n'est pas adaptée, elle est mal accueillante. Comme les salles d'hospitalisation.
Je veux réduire cette fracture-là pour que la communauté nous aide à trouver la solution de la chirurgie et d'autres professions médicales. Il ne nous reste plus que 5 minutes, donc permettez-moi de prendre juste une seule personne rapidement et que la personne soit vraiment brève, quoi. Professeur, félicitations. Félicitations pour le livre. Sadio Yena, au Mali, dans les documents officiels, ça c'est une critique qui s'adresse à la sahélienne, qu'elle en tienne compte. Au Mali, dans les documents officiels, c'est nom et prénom. Et non prénom et nom. Ensuite, quand vous prenez le livre de Recto, nulle part je ne vois la qualité de l'auteur. Il faut que je lise pour que je sache que vous êtes médecin. Encore mieux, pourquoi une main? Pourquoi une philosophie? Pourquoi un combat? Pourquoi pas la main de Sadio qui est définie? Pourquoi pas le combat mené par le professeur Yena? Et pourquoi pas la philosophie enseignée par le professeur Yena? Une main, une philosophie, un combat indéfini. La deuxième question que je vais vous poser, il n'est pas facile de rencontrer un professeur dans un hôpital au Mali. Professeur agrégé Kames, nous nous adressons aux infirmiers, aux docteurs. Ne pensez-vous pas que l'agrégation vous éloigne un tout petit peu de vos patients? Troisième question, la chirurgie n'a-t-elle pas une connotation péjorative? Pensez-vous que je serais ravi de rencontrer un chirurgien à l'hôpital? Quel combat faites-vous pour corriger cela, professeur? Merci. Bon, oui, pour l'état civil, bon, je crois que bon, on va tenir compte de ça pour le deuxième livre. Maintenant, pourquoi pas ma main, pourquoi pas ma philosophie, pourquoi pas le combat? Parce que comme je fais l'apologie de l'équipe dans le livre, donc le style, c'est que je me suis dit qu'il y a plusieurs chirurgiens. Moi, c'est une main, c'est un combat. Et connotation négative de la chirurgie, oui, c'était la première question pratiquement. Oui, il faudra qu'on continue à communiquer pour expliquer aux communautés qu'est-ce que c'est que la chirurgie. C'est une discipline pour soigner, en fait, comme les autres, comme le gynécologue ou bien, enfin, comme le reste. Le gynécologue est un chirurgien, je te rappelle ça d'abord. Le gynécologue est un chirurgien. Comme pour les autres disciplines, c'est pour soigner. Il faudra qu'on travaille dans ce domaine-là pour améliorer et faire tomber le masque, quoi, de la chirurgie, parce que c'est pas facile. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle toujours que le train littéraire est une initiative de Bintili Communication, de l'espace La Gare, la radio Djoliba émettant sur le 105.00, Djoliba TV. Mais pour terminer, permettez-moi de vous lire ces passages, comme quoi l'auteur d'aujourd'hui est vraiment médecin en littérature, comme le disait Annan Keita. Je cite: cette conviction me rapproche du savant russe Mendeleïev, qui, à la suite de sa découverte légendaire de la loi de classification périodique des éléments chimiques, déclarait: je suis tellement certain que ma théorie est juste et que la moindre discordance ne peut s'expliquer que par vos erreurs et votre ignorance. En effet, sa classification a été à l'origine basée sur la notion masse atomique avant même la découverte de la théorie de valence. Et a posteriori, c'est elle qui en est devenue le fondement. Pour preuve de cette publication, en 1869 à maintenant, de nouveaux éléments sont régulièrement découverts et comblent les cases vides préétablies par la théorie de ces savants hors pair. Le présent a apprécié la déclaration de Mendeleïev, le futur jugera mon œuvre. Mesdames, Messieurs, Sadio Yena, sous vos ovations. Et merci à toutes et à tous. Nous nous donnons rendez-vous donc le dernier jeudi du mois de juillet pour le 3e anniversaire du train littéraire. Au revoir et à la prochaine. Merci.